Le soleil se leva doucement sur le petit village de Mbal, baignant les huttes en terre craquelée et les chemins poussiéreux d'une lumière dorée. La fumée des feux du matin s'élevait au-dessus des toits tandis que les femmes préparaient le petit déjeuner, igname rôti, bouilli et thé amer. Au milieu des bruits animés des coqs chantant et des chèvres bêlant se trouvait une petite maison au bout de la route. Elle était construite en boue rouge et réparée avec de vieilles tôles qui gémissaient à chaque passage du vent. Dans cette maison vivait Esha, une fille de 17 ans dont la beauté faisait souvent s'arrêter les étrangers en pleine phrase. Sa peau brillait comme du cacao au soleil, ses yeux scintillaient comme la terre mouillée après la pluie, et son rire avait une douceur qui attirait les gens. Mais la beauté, comme le disaient les anciens, pouvait être à la fois une bénédiction et une malédiction, et celle d'Esha commençait lentement à devenir les deux. Sa mère, Mama Kadi, était assise dehors ce matin-là, en train de rôtir du maïs sur un petit fourneau à charbon. Son dos était légèrement voûté par des années de travail. La sueur perlait sur son front, et son pagne, fané et déchiré sur les bords, s'enroulait fermement autour de sa taille. Pourtant, son visage portait une fierté silencieuse, la fierté d'une mère qui avait élevé sa fille seule après la mort de son mari 5 ans plus tôt. Esha était assise à proximité, se peignant les cheveux épais avec une brosse en plastique cassée, soupirant bruyamment tandis que sa mère fredonnait un vieux air. « Maman, devons-nous toujours manger du maïs rôti tous les matins ?» demanda-t-elle sèchement. « Les autres personnes du village mangent du pain et du lait. Regarde-nous, encore du maïs. » Mama Kadi jeta un regard patient à sa fille, une patience que seule la maternité peut produire. « Esha, dit-elle calmement, quand tu plantes du manioc, tu ne t'attends pas à récolter du riz. Ce maïs peut être petit, mais il garde nos estomacs au chaud jusqu'à demain. Sois reconnaissante. » Esha leva les yeux au ciel et murmura entre ses dents. La gratitude ne remplissait pas son estomac. Elle en voulait plus de confort, plus de style, plus de vie. Chaque jour, elle voyait d'autres filles passer devant leur petite maison avec les cheveux tressés, des chaussures brillantes et de belles robes. Elle riait, tenant de petits sacs à main et mâchant du chewing-gum comme si la vie leur devait le luxe. Esha les enviait profondément. Après le petit déjeuner, Mama Kadi remit à sa fille une petite enveloppe brune. « Tiens, tes frais de scolarité. J'ai dû emprunter un peu à Madame Sad au marché, mais au moins tu pourras passer tes examens maintenant. » Esha prit l'enveloppe avec indifférence, les lèvres pincées. « Merci, dit-elle d'un ton sec. » À l'intérieur, elle bouillait de honte que sa mère, vendeuse de maïs au bord de la route, doive mendier pour ses frais de scolarité. Cette pensée rendait sa vie encore plus insupportable. Cet après-midi-là, en se rendant à l'école, son esprit était loin. Elle entendait à peine ses camarades l'appeler ou le professeur expliquer la leçon. Tout ce à quoi elle pensait était de s'échapper de ce cycle de pauvreté, de trouver quelqu'un, quelque chose, pour l'arracher à tout cela. Sur le chemin du retour, elle prit le chemin le plus long le long de la rivière. L'air y était plus frais, l'eau scintillant comme du verre sous le soleil déclinant. Elle s'assit sur un rocher, lançant des cailloux dans l'eau, perdue dans ses pensées. C'est alors qu'elle entendit une voix douce et assurée derrière elle. « Tu ne devrais pas être ici seule, belle fille. Les esprits de la rivière pourraient t'emporter. » Surprise, Esha se retourna. Un jeune homme se tenait derrière elle, grand, brun, et habillé bien mieux que quiconque dans son village. Sa chemise était propre et ajustée, son poignet portait une montre brillante, et ses chaussures semblaient n'avoir jamais touché la poussière. Il sourit, montrant des dents parfaitement blanches. « Je m'appelle Daniel, dit-il. Tu dois être la fameuse Esha. Tout le monde parle de la belle fille au bord de la route dans cette région. » Les joues d'Esha rougirent. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. « Je ne suis pas célèbre, dit-elle timidement. Et tu ne devrais pas croire tout ce que disent les gens. » Daniel rit, s'avançant. « Peut-être pas tout, mais ta beauté ? Celle-là, je la vois de mes propres yeux. » Ils parlèrent pendant des heures, le coucher de soleil peignant leurs visages de nuances d'orange et de rouge. Daniel parlait de la ville, des voitures, des restaurants où les gens ne mangeaient pas avec les mains. Il lui racontait des lieux où les filles portaient des parfums plus chers que des chèvres et où les maisons avaient des sols brillants comme des miroirs. Esha écoutait, les yeux écarquillés, le cœur gonflé de curiosité et de désir. Lorsqu'elle rentra enfin chez elle, sa mère était déjà inquiète. « Où étais-tu, Esha ?
J'ai appelé et appelé. J'étais près de la rivière, répondit Esha, essayant de cacher son sourire. J'ai rencontré quelqu'un, un homme bien de la ville. Mama Kadi fronça les sourcils. La ville est pleine de belles paroles et de cœurs amers. Ne laisse pas les mots construire des châteaux dans ta tête. Souviens-toi, mon enfant, l'amour sans raison mène à la ruine. Esha hocha la tête mais n'écoutait pas. Son esprit était toujours avec Daniel, son charme, son rire, ses promesses d'une vie meilleure. Cette nuit-là, allongée sur son petit lit sous un toit qui fuyait, elle s'imagina dans une grande maison, vêtue de soie, mangeant de la nourriture qu'elle n'aurait pas à cuisiner. Pour la première fois de sa vie, elle rêvait d'échapper à la vie que sa mère avait construite, la seule vie qu'elle connaissait. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que la même rivière qui reflète la beauté cache aussi des profondeurs dangereuses. Et bientôt, son désir innocent la mènerait dans des eaux trop profondes pour qu'elle puisse en sortir. Quelques jours après leur première rencontre, Daniel devint la seule pensée qui vivait dans la tête d'Esha. Elle se réveillait en pensant à lui et s'endormait en répétant chaque mot qu'il avait prononcé au bord de la rivière. Sa voix résonnait dans son esprit comme une douce mélodie qu'elle ne pouvait s'empêcher de fredonner. Il commença à visiter le village tous les quelques jours. Chaque fois qu'il venait, il arrivait avec une chemise blanche impeccable, des chaussures bien cirées et un léger parfum coûteux qui faisait battre son cœur plus vite. Les habitants le remarquaient, bien sûr. À Mbal, les commérages circulaient plus vite que le vent. « Tu as vu Esha avec ce beau jeune homme de la ville ? J'espère qu'il est sérieux. Ces garçons de la ville sont pleins de ruses. Sa mère ferait mieux d'ouvrir les yeux avant que les choses ne tournent mal. » Mais Esha s'en moquait. Elle se sentait spéciale. Daniel n'était pas comme les garçons poussiéreux qui couraient après les chèvres ou traînaient au marché pour taquiner les filles. Il avait de l'argent. Il avait de la confiance. Il avait des rêves, du moins, c'est ce qu'il lui disait. Chaque fois qu'il venait, il lui apportait quelque chose, une nouvelle écharpe, une lotion pour le corps au nom étranger, du pain raffiné emballé dans du nylon, et une fois, un collier en argent qui brillait comme des étoiles. « Tu mérites le monde, Esha, » disait-il en plaçant les cadeaux dans ses mains. « Je veux t'offrir tout ce que tu as toujours souhaité. » Et ainsi, Esha commença à dériver. Elle se mit à sécher l'école, prétextant être malade, et à s'éclipser pour le retrouver. Les enseignants remarquaient son absence, mais quand il demandait, elle mentait facilement. « J'avais le paludisme, » disait-elle. Mais au fond, elle coulait dans une nouvelle addiction, l'attention. À la maison, la patience de sa mère commençait à s'épuiser. Un soir, elle l'appela. « Esha, viens ici. Assieds-toi. Qui est cet homme avec qui tu passes ton temps ?» Esha se figea. « Il s'appelle Daniel, maman. Il vient de la ville. Il a dit qu'il voulait m'aider. » Le front de Mama Kadi se plissa. « T'aider comment ? » Il a dit qu'il paierait mes frais de scolarité, peut-être même m'aiderait à entrer dans une meilleure école plus tard. La voix de Mama Kadi se fit dure. Aucun homme ne donne sans attendre quelque chose en retour. Mon enfant, je suis peut-être pauvre, mais je connais les voies de ce monde. Éloigne-toi de lui. Les yeux d'Esha s'embrasèrent. Maman, pourquoi penses-tu toujours le pire des gens ? Ce n'est pas parce que tu as souffert que je dois le faire. Les lèvres de sa mère tremblèrent, mais elle ne dit rien de plus. Elle se détourna, le cœur lourd de peur. Elle avait vu trop de filles comme Esha, des filles dont la beauté devenait leur chute. Cette nuit-là, Esha sortit en catimini pour retrouver Daniel derrière le marché du village. Il s'appuyait contre sa voiture, attendant. Lorsqu'il la vit, il sourit. « Tu rayonnes ce soir, » murmura-t-il en passant un doigt sur sa joue. Esha sourit timidement. « Maman ne veut pas que je te voie. » Il rit. Les mères ne comprennent jamais l'amour. Ne t'inquiète pas, bientôt, tu seras entièrement à moi. Je t'emmènerai en ville. Tu oublieras ce village poussiéreux. Ces mots enveloppèrent son cœur comme de la soie. Le monde au-delà de Mbal semblait soudain plus proche, accessible, juste à portée de main. Puis, une nuit, après des semaines de rencontres secrètes, Daniel la rapprocha sous le manguier et murmura. « Esha, m'aimes-tu » Elle hocha la tête avec empressement. « De tout mon cœur. »« Alors prouve-le, » dit-il doucement, sa voix épaisse de tentation.
L'amour, ce n'est pas que des mots, ma reine. Tu ne me fais pas confiance? Son cœur s'emballa. Elle hésita. Je te fais confiance, mais... Chut, l'interrompit-il en l'embrassant sur le front. Je t'épouserai bientôt. Tu n'as rien à craindre. Ces mots, je t'épouserai bientôt, étaient tout ce qu'elle avait besoin d'entendre. Ils devinrent la clé qui déverrouilla son innocence. Cette nuit-là, sous la pâle lumière de la lune, Escha lui donna ce qu'elle ne pourrait jamais reprendre. Elle se disait que c'était l'amour. Elle se disait qu'il tiendrait sa promesse. Mais en vérité, elle semait les graines du regret qui allaient bientôt pousser en épines. Les jours qui suivirent semblèrent magiques au début. Daniel devint son monde. Elle s'imaginait comme sa femme, vivant dans une maison remplie de rire, et non de pauvreté. Mais bientôt, quelque chose commença à changer. Il arrêta d'appeler aussi souvent. Lorsqu'elle envoyait des messages, il répondait des heures plus tard, si jamais il répondait. La chaleur dans sa voix devint froide. Ses visites se firent rares. Lorsqu'elle demandait pourquoi, il disait simplement « J'ai été occupé, Escha. Tu sais, la vie en ville n'est pas facile. » Mais même en parlant, il évitait son regard. Elle pouvait le sentir, le changement, la distance. Son cœur commença à souffrir d'une douleur qu'elle ne pouvait expliquer. À l'école, ses amis remarquèrent. « Tu as l'air fatigué, Escha, » dit l'une d'elles. « Tu ne souris plus comme avant. » Elle força un rire. « Je vais bien. Juste un peu stressée. » Mais elle n'allait pas bien. Elle coulait. Les nuits devinrent sans sommeil, et ses rêves de bonheur se transformèrent en peur d'abandon. Elle ne comprenait pas qu'elle avait donné à Daniel tout ce qu'elle avait, et qu'en retour, elle ne recevait rien de durable. Un soir, elle se tenait dehors, regardant l'horizon, l'attendant. Sa mère sortit, portant une bassine d'eau. « Tu attends toujours cet homme ?» demanda doucement Mama Kadi. Escha soupira. « Il a dit qu'il viendrait aujourd'hui. » Sa mère regarda le visage de sa fille, puis la route vide. Quand quelqu'un t'aime, tu n'as pas besoin d'attendre si longtemps. Ces mots la transpercèrent. Pour la première fois, Escha ressentit un doute. Mais elle l'écarta en murmurant à elle-même. « Il m'aime. Il a dit qu'il m'épouserait. » Elle ne savait pas que les promesses de Daniel s'étaient déjà effritées dans la même poussière qui couvrait les pieds de sa mère, des mots fragiles emportés par le vent. Et quelque part, au plus profond d'elle-même, la vie avait déjà commencé à croître petite, silencieuse et irrépressible. Le matin où la vérité commença à se dévoiler ressemblait à n'importe quel autre, mais le corps d'Escha lui disait que quelque chose n'allait pas. Elle se réveilla faible, la tête qui tournait, l'estomac retourné par des nausées. Elle pensa que c'était le paludisme. Elle essaya le thé au gingembre, les feuilles amères, et même des herbes de mamassade, mais rien n'y fit. Les jours se transformèrent en semaines, et ses règles ne vinrent jamais. La peur s'insinua dans sa poitrine comme une fumée froide. Elle tenta d'ignorer d'abord le signe, se convainquant que c'était le stress, peut-être une infection. Mais au plus profond d'elle-même, son cœur murmurait le mot qu'elle refusait de prononcer à voix haute, enceinte. Un soir, Escha s'assit sur son lit, les mains tremblantes en tenant son ventre. Sa petite chambre, éclairée seulement par une lanterne vacillante, lui sembla soudain plus petite, plus sombre. Des larmes se mirent à briller dans ses yeux. Non, ce n'est pas possible. Daniel a dit qu'il m'épouserait. Il a dit que tout irait bien. Mais au fil des jours, le silence de Daniel devint assourdissant. Les appels téléphoniques cessèrent complètement. Ses messages restèrent sans réponse. Les cadeaux s'arrêtèrent. La dernière fois qu'elle l'avait vu remonter à 3 semaines et même alors, il était distrait, froid et distant. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Elle se retourna dans tous les sens, son esprit rejouant chaque mensonge déguisé en amour, chaque promesse prononcée dans l'obscurité. Au matin, elle prit une décision. Elle irait en ville pour le retrouver. Le voyage fut long. Elle monta dans un bus bondé de commerçants, de bébés et de chèvres. La ville sentait le carburant et la sueur, rien à voir avec l'air paisible de Mbal. Lorsqu'elle arriva devant le domaine que Daniel avait décrit, le gardien à l'entrée leva à peine les yeux. « Qui cherchez-vous » demanda-t-il en mâchant un chewing-gum.
Daniel, répondit-elle rapidement, la voix tremblante. Il habite ici, grand, à la peau claire, conduit une voiture noire. Le visage du gardien se durcit. Daniel? Vous voulez dire monsieur Daniel Okoro? Il a déménagé la semaine dernière. Il n'a laissé aucune adresse. Le monde des chats se tue. Elle resta figée devant le portail, serrant la lanière de son sac. Non, il ne peut pas simplement partir. Le gardien haussa les épaules. Les gens vont et viennent, madame. Vous devriez chercher ailleurs. Elle s'éloigna lentement, le cœur brisé à chaque pas. La ville qui semblait autrefois si lumineuse paraissait maintenant cruelle et impitoyable. Les voitures passaient en trombe, les gens criaient, et personne ne remarquait la jeune fille pleurant sur le trottoir. Lorsqu'elle retourna à Mbal, le soleil se couchait. Ses yeux étaient gonflés, son cœur brisé. Elle s'assit au bord de la rivière, le même endroit où elle avait rencontré Daniel pour la première fois, et hurla. L'écho de sa voix disparut dans le vent, emportant sa douleur vers les arbres. Quand sa mère la vit ce soir-là, elle sut que quelque chose n'allait pas. Esha, que s'est-il passé? Tu as l'air malade. Esha essaya de parler, mais ses lèvres tremblaient. Les larmes tombèrent en silence tandis qu'elle murmurait. Maman, je crois que je suis enceinte. Le silence qui suivit fut lourd comme le ciel avant la tempête. Mama Kadi laissa tomber le bol qu'elle tenait, ses genoux tremblant alors qu'elle s'agenouillait. Pendant un instant, elle ne put parler. Puis elle couvrit son visage de ses mains et pleura. Oh, Esha, mon enfant, qu'as-tu fait de toi? Esha s'agenouilla à côté d'elle, pleurant sans retenue. Je suis désolée, maman. Je n'ai pas écouté. Il a dit qu'il m'aimait. Il a dit. Il a menti, cria Mama Kadi à travers ses larmes. Il mente toujours. Je t'avais prévenu. Sa voix se brisa en plein milieu de sa phrase. Elle rapprocha sa fille d'elle, toutes deux sanglotant. Cette nuit-là, elles ne mangèrent pas. Elles ne dormaient pas. Le monde autour d'elles était silencieux, ne laissant que le bruit de deux cœurs brisés dans une petite maison debout. Les semaines suivantes furent une pure humiliation. Les villageois la prirent rapidement, comme toujours. Les femmes bavardaient au puits, les hommes chuchotaient au marché, et les jeunes garçons riaient quand Esha passait. Regardez son ventre, disait-il. C'est ce qui arrive quand la beauté rend orgueilleux. Elle se croyait trop belle pour les garçons du village. Maintenant, regardez sa vie. Esha avait à peine la force de lever la tête. Elle arrêta d'aller à l'école. Elle évita ses amis. La honte brûlait sa peau comme le feu. Même aller chercher de l'eau devenait une torture. Chaque regard était un poignard. Parfois, elle souhaitait pouvoir fuir, disparaître, ou remonter le temps. Elle haïssait Daniel. Elle se haïssait elle-même. Elle haïssait son reflet. Un soir, alors qu'elle était assise dehors à regarder le ciel s'assombrir, sa mère vint s'asseoir à côté d'elle. Longtemps, elle ne dit rien. Le silence était lourd mais doux, comme des nuages avant l'orage. Enfin, Mama Kadi parla. Esha, écoute-moi. Ce qui est fait est fait. Pleurer ne changera pas le passé. Tu dois affronter ce qui arrive. Esha s'essuya les yeux. Mais maman, j'ai peur. Je ne sais pas comment être mère. Tout le monde me déteste. Mama Kadi posa une main douce sur son épaule. Il ne te déteste pas. Il déteste ton erreur. Mais les erreurs ne te définissent pas tant que tu continues à en tirer des leçons. Je serai à tes côtés. Tu n'affronteras pas cela seul. Esha éclata de nouveau en sanglots, s'accrochant à sa mère comme une enfant. C'était la première fois depuis des mois qu'elle se sentait vraiment en sécurité. Non pas parce que ses problèmes avaient disparu, mais parce qu'elle comprenait que l'amour, le vrai amour, n'était pas dans les promesses de Daniel, ni dans ses cadeaux, ni dans ses mots doux. C'était dans les mains tremblantes de sa mère tenant les siennes dans l'obscurité. Cette nuit-là, allongée, les mains posées sur son petit ventre qui grandissait, elle murmura. Je ne sais pas comment réparer ça, mais j'essaierai. Les étoiles au-dessus étaient silencieuses, mais la lune brillait doucement à travers le toit fissuré, comme pour dire, chaque chute peut devenir un nouveau départ si le cœur apprend à se relever. Et quelques
quelque part au plus profond d'elle-même, la force commença à grandir aux côtés de la vie qu'elle portait. Les premiers mois de la grossesse d'Esha furent un cauchemar qui brûlait lentement. Son corps changeait sous ses yeux, son ventre, autrefois plat, s'arrondissait, son visage prenait des rondeurs, et ses pas devenaient lourds. Mais ce n'était pas son corps qui lui faisait le plus mal, c'était le regard des autres. Partout où elle allait, des murmures la suivaient. Au marché, les femmes interrompaient leur commérage pour la fixer. « C'est elle », murmurait l'une. « Celle qui a suivi un riche homme de la ville et revient avec un ventre. » Et sans mari, ajoutait une autre en claquant sa langue. Quel gâchis de beauté! Esha essayait de les ignorer, de marcher la tête haute, mais leur rire la suivait comme une malédiction. Son monde, autrefois plein de couleurs et de chansons, était devenu gris et amer. Ses amies d'enfance, les mêmes filles qui riaient autrefois avec elle près du ruisseau, traversaient maintenant la route dès qu'elles la voyaient arriver. Même les enfants se moquaient d'elle, chantant des chansons cruelles à voix basse. À la maison, la situation n'était guère meilleure. Mama Kadi essayait de rester forte, mais la honte pesait aussi sur elle. Les voisins évitaient leurs cours. Les clients arrêtaient d'acheter son akara au marché. Un après-midi, Esha surprit une femme dire « Je n'achète plus rien dans cette maison, qui sait quelle malédiction y habite ?» Elle courut à l'arrière de la hutte et pleura jusqu'à ce que sa poitrine lui fasse mal. Au 7e mois, la grossesse devint plus difficile. Esha dormait à peine. La chaleur, la faim et les jugements constants brisaient son esprit. Une nuit, elle s'assit dehors, regardant la lune lourde au-dessus des toits du village. Sa mère la rejoignit, s'asseyant tranquillement à côté d'elle. « Maman » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Tu crois que Dieu m'a oublié ?» Mama Kadi soupira profondément. « Non, mon enfant. Parfois, Dieu cache ses bénédictions dans la douleur. Il permet que la tempête nous secoue, non pour nous détruire, mais pour nous enseigner qui nous sommes. » Esha se tourna vers sa mère, les yeux rouges. « Mais pourquoi moi, maman? Je l'aimais. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Je l'ai cru. » Le visage de sa mère s'adoucit. « L'amour n'est jamais une erreur, ma fille. Mais faire confiance à la mauvaise personne avec ton cœur peut te détruire. La leçon n'est pas d'arrêter d'aimer, c'est d'apprendre qui le mérite. » Ces mots s'enfoncèrent dans l'âme d'Esha comme des graines tombant dans une terre blessée. Au fil des mois, même la nourriture devint rare. L'argent de Daniel avait cessé depuis longtemps. Les maigres économies qu'elles avaient été parties. Certaines nuits, elle dormait le ventre vide. Mais même alors, Mama Kadi ne cessait jamais de prier. Un matin, Esha s'évanouit en lavant le linge près de la rivière. Deux femmes qui passaient s'empressèrent de l'aider, appelant d'autres personnes à leur secours. Lorsqu'elle se réveilla, elle était dans son lit, sa mère pleurant à ses côtés. « Tu as besoin de force » murmura Mama Kadi. « Tu dois manger. L'enfant a besoin de toi. » Mais la force était la seule chose qu'Esha n'avait plus. Son cœur était fatigué, ses rêves brisés. Parfois, elle souhaitait pouvoir disparaître, juste s'évanouir dans le vent et tout oublier. Puis, un après-midi, le coup final arriva. Un jeune homme de la ville arriva au marché, conduisant une voiture brillante. Il demanda son chemin jusqu'au domaine du chef Okoro. Sa voix était familière, son ton arrogant. Les femmes du marché dirent qu'il était le cousin de Daniel. Quand la nouvelle parvint à Esha, ses mains tremblaient. Elle se précipita au marché, ignorant les appels de sa mère. Elle trouva l'homme près des étals d'igname, entouré de villageois curieux. « Excusez-moi, dit-elle, essoufflée. Vous êtes le cousin de Daniel ?» Il se retourna et fronça les sourcils. « Oui. Pourquoi ?» Sa voix se brisa. « Où est-il ? S'il vous plaît, je dois lui parler. Je porte son enfant. » Les yeux de l'homme s'écarquillèrent, puis il éclata d'un rire froid. « Son enfant ? Impossible. Daniel s'est marié le mois dernier avec une femme de Lagos. La fille d'un sénateur. » Esha se figea, les oreilles bourdonnantes. « Marié, murmura-t-elle. Vous mentez. » Il haussa les épaules. « Crois ce que tu veux. Mais si tu espères qu'il viendra pour toi, oublie-le. Il vit maintenant à Abuja.
Il ne parle même plus de ce village. Les mots la frappèrent comme un tonnerre. Le marché devint silencieux. Tous les regards se tournèrent vers elle, curieux, moqueurs, pleins de pitié. Aisha resta là, tremblante, les larmes brûlant ses joues. Puis elle courut. Elle courut au-delà des étals d'igname, au-delà des palmiers, au-delà des enfants rieurs. Elle ne s'arrêta qu'à la lisière de la forêt. Là, elle tomba à genoux et hurla. Le son résonna à travers les arbres bruts, brisés, et pleins de douleur. Lorsqu'elle rentra chez elle, sa mère l'attendait. Aisha s'effondra dans ses bras, pleurant sans contrôle. Entre ses sanglots, elle raconta tout. Mama Kadi ne dit rien. Elle la serra simplement plus fort et murmura. Laisse-le partir, Aisha. Certains hommes ne sont pas des bénédictions, ce sont des leçons. Il t'a déjà trop pris. Ne le laisse pas prendre ton avenir aussi. Cette nuit-là, Aisha s'assit près du feu, regardant les flammes. La douleur brûlait encore, mais quelque chose en elle avait changé. Les larmes ne s'arrêtaient pas, mais elles commencèrent à purifier au lieu de détruire. Pour la première fois depuis des mois, elle parla doucement à son enfant à naître. Je ne sais pas qui tu seras, mais je te promets que tu ne te sentiras jamais sans amour. Pas comme moi. La lune brillait cette nuit-là, baignant la mère et la fille d'une lumière argentée, comme si les cieux eux-mêmes murmuraient. Même des cendres peuvent donner naissance à la lumière. Et à ce moment-là, bien qu'elle ne le sache pas encore, les graines de sa rédemption commençaient déjà à prendre racine. La pluie tombait en rideaux épais sur Mbal cette nuit-là. Les chemins du village étaient des rivières de boue, et le vent hurlait comme des esprits dans les arbres. À l'intérieur de la petite hutte en terre, Aisha gémissait, serrant son ventre gonflé. Les contractions avaient commencé des heures plus tôt, chaque vague plus aiguë et impitoyable que la précédente. Sa mère, Mama Kadi, bougeait rapidement, les mains tremblantes mais sûres. Elle versa de l'eau chaude dans une bassine en fer et posa un petit linge sur le sol. Son cœur battait à tout rompre, mais son esprit restait calme, il n'y avait pas de place pour la peur, seulement pour l'action. Aisha, respire, l'exhorta-t-elle, en tenant la main de sa fille. Écoute-moi. Tu peux le faire. Tu es plus forte que tu ne le crois. La tête d'Aisha retomba en arrière, des mèches de cheveux mouillés collant à son visage. Maman, j'ai peur, murmura-t-elle, les larmes se mêlant à la pluie qui s'infiltrait par le toit percé. Je n'ai jamais voulu ça, je n'ai jamais voulu tout ça. Sa mère secoua la tête, sa détermination durcissant ses traits. Rien de tout cela n'a d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est la vie. La tienne et celle de ton bébé. Concentre-toi. Concentre-toi, mon enfant. La nuit s'étira, longue et lourde. Chaque contraction apportait de nouvelles vagues de douleur, et chaque cri déchirait l'âme d'Aisha. Elle voulait crier pour Daniel, pour la vie qu'elle pensait avoir, mais même y penser lui faisait tourner l'estomac de colère et de trahison. Il m'a abandonnée, maman. Il s'en fiche, il ne s'en est jamais soucié, sanglotait-elle. Le visage de sa mère s'adoucit. Non, mon enfant. Il ne s'en est jamais soucié. Mais moi, si. Et bientôt, toi aussi tu t'en soucieras. Nous devons survivre à ça. Tu n'es pas seul. Les heures passèrent. La pluie frappait le toit, le vent hurlait à travers les fissures, et l'énergie d'Aisha commençait à faiblir. Son corps tremblait, et un instant, elle crut ne plus pouvoir continuer. Mais sa mère ne l'a jamais quittée, murmurant des encouragements, guidant sa respiration, tenant sa main avec une force défiant son petit corps usé. Enfin, alors que les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les nuages, une dernière contraction aiguë la frappa. Aisha hurla, poussant de toutes ses forces restantes. Et puis, à travers la douleur, un son petit, fragile, parfait, traversa la pièce, le cri d'un nouveau-né. Mama Kadi attrapa rapidement l'enfant, l'enveloppant dans le linge le plus propre qu'elle trouva. Aisha s'allongea, épuisée, les larmes coulant sur son visage. C'est un garçon, murmura Mama Kadi, le posant doucement sur le torse d'Aisha. Regarde, ton fils. Ta vie continue. Les mains d'Aisha tremblaient en touchant ses petits doigts. Ses pleurs étaient forts et défiants, pleins de vie malgré le monde dans lequel il était né. Et à ce moment-là, quelque chose changea en elle, une étincelle d'espoir,
une petite flamme au milieu des ruines de sa vie. Elle murmura, la voix brisée. Je suis désolée, maman. J'ai été stupide. Je pensais que l'amour signifiait des cadeaux et des promesses. J'étais aveugle. Sa mère caressa doucement ses cheveux. Esha, le passé est un enseignant, pas un geôlier. Tu as fait des erreurs, oui. Mais regarde-toi maintenant. Tu as survécu. Tu as donné la vie. Voilà ton pouvoir. Esha regarda son fils, le poids de son chagrin et de sa honte se mêlant à quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois, un sens. Son cœur souffrait de ce qu'elle avait perdu, son innocence, sa jeunesse, ses rêves, mais dans cette douleur se trouvait aussi la clarté. Elle ne serait plus jamais victime de mots vides ou de fausses promesses. Les semaines suivantes furent difficiles. Esha resta à la maison, se remettant, tandis que sa mère travaillait sans relâche pour subvenir à leurs besoins. Les voisins, qui se moquaient autrefois, chuchotaient maintenant avec prudence, certains offrant de petits gestes d'aide. Et bien que Daniel ne revint jamais et qu'elle ne le désirait plus, Esha sentit une force étrange grandir dans sa poitrine. Elle commença à planifier l'avenir de son fils. Elle voulait qu'il connaisse l'amour, le respect et la dignité, des choses qu'elle avait presque perdues. Elle aidait sa mère aux tâches quotidiennes, apprit à gérer les maigres économies qu'elle possédait, lentement, patiemment, commença à reconstruire sa vie. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les palmiers, Esha s'assit dehors, son bébé dormant sur sa poitrine. Elle regarda l'horizon, le même qu'elle avait contemplé lorsque Daniel avait disparu. Cette fois, l'horizon ne promettait pas des rêves de richesse ou d'évasion facile. Il promettait du travail, de la patience et les petites victoires issues de la résilience. « Je ne laisserai pas mes erreurs me définir », murmura-t-elle. « Je vais me relever. Pour lui. Pour moi. Pour maman. » Mama Kadi vint s'asseoir à ses côtés, sa main reposant sur l'épaule d'Esha. « Mon enfant, tu as appris ce que beaucoup ne découvrent jamais, que la vie te mettra à l'épreuve, mais que tu peux survivre à chaque tempête. L'amour n'est pas synonyme de confiance, et la beauté n'est pas synonyme de pouvoir. La vraie force vient de l'intérieur. » Esha acquiesça, les larmes encore aux yeux, mais cette fois, elle portait l'espoir au lieu du désespoir. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit le poids sur sa poitrine s'alléger. Elle était tombée, oui. Mais elle se relevait. Et elle se relèverait plus forte qu'avant. Dès cette nuit-là, Esha travailla, économisa et se prépara à retourner à l'école. Elle accepta des petits travaux, apprit la discipline, et observa son fils grandir, chaque jour lui rappelant que la vie, malgré sa douleur, pouvait encore être belle si elle était affrontée avec courage et humilité. Les villageois finirent par remarquer. Ils murmuraient moins, acquiesçaient davantage. Ses amis revinrent progressivement, inspirés par la jeune fille qui avait survécu à la peine, à la trahison et à la honte, tout en conservant une dignité silencieuse. Et dans les moments de calme, lorsque le bébé dormait dans ses bras et que le soleil se couchait sur Mbal, Esha souriait doucement. Elle avait appris la leçon la plus difficile de toutes. La vie peut te briser, mais elle peut aussi t'enseigner à te reconstruire plus forte, plus sage et sans peur. Leçon morale. 1. La naïveté et la confiance aveuglant l'amour peuvent mener au chagrin, mais la résilience et le courage peuvent redonner un sens à la vie. L'histoire d'Esha montre que l'innocence et la naïveté de la jeunesse peuvent être dangereuses face à la tromperie. Elle a fait confiance à quelqu'un uniquement pour son charme, sa richesse et ses promesses, sans comprendre réellement son caractère. Le chagrin qu'elle a enduré n'était pas seulement émotionnel, mais aussi social, puisqu'elle a dû faire face à la honte et à l'abandon. Cependant, son parcours montre que les moments les plus dévastateurs de la vie peuvent devenir des sources de force. En affrontant sa douleur avec courage, en cherchant de l'aide